Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Imaginez un bouton qui transforme chaque prospect en rendez-vous. Voici comment ça marche. Rendez-vous sur Refer.social. Téléchargez gratuitement l'extension Chrome Refer. Parcourez les profils LinkedIn que vous rêvez de rencontrer. Appuyez simplement sur le nouveau bouton Meet. Grâce à l'algorithme de Refer, vous allez pouvoir trouver le meilleur intermédiaire dans votre réseau pour faciliter la mise en relation. J'espère que bientôt, comme mon amie Déborah, vous pourrez me dire « J'ai gagné 60 000 € en un seul rendez-vous grâce à Refer ». En attendant, place à l'épisode du jour et bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Corentin Poisson. Il est formateur en prise de parole et en pitch et il va nous donner les 5 étapes pour pouvoir convaincre et construire un argumentaire béton. Convaincre, ça nous sert toute la journée et dans toutes les étapes de notre vie. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas un bon communicant, potentiellement vous passez à côté de tout un tas de succès que vous pourriez accumuler sur votre chemin. Avec nous pour débloquer de nouvelles opportunités, j'accueille Jean-Corentin. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup Caroline, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a un peu des bénéficiaires en particulier à cet épisode ? Est-ce que c'est particulièrement pour les entrepreneurs ? Est-ce que c'est particulièrement pour les business développeurs ? Qui est-ce que tu vas former avec cette méthode ? Alors pour moi, cette méthode, elle s'adresse un peu à tout le monde parce qu'on a tous à un moment ou à un autre besoin de convaincre. Qu'on soit salarié parce qu'à un moment donné, il va falloir voir avec son patron, avec son supérieur pour avoir une augmentation. Mais surtout, ça va être pour les entrepreneurs. Quand ils vont pitcher leur projet, il va falloir qu'ils arrivent à convaincre des investisseurs, des clients, des futurs salariés. On doit convaincre à chaque moment quand on est entrepreneur. Exactement. Tu nous as donné l'eau à la bouche. Imaginons dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être tu vas nous dire dans 15 jours, c'est quoi le type d'opportunité qu'on peut en tirer ? Si on regarde qui veut être mon associé en ce moment, tous ces entrepreneurs vont pitcher leur projet. Et soit ils arrivent à convaincre, soit ils n'y arrivent pas. C'est assez binaire comme situation. Et donc le but de l'argumentaire, c'est ça. C'est de réussir à convaincre, à choisir ses arguments, à les mettre en valeur pour convaincre tout le monde. Cette méthode, c'est fin, ça se mange sans fin. Tu vas nous la dévoiler tout de suite. Il s'agit seulement de 5 étapes, donc c'est accessible à tous et on vous les mettra dans les ressources de l'épisode pour ceux qui ont la flemme d'écrire. Mais tu avais quand même un prérequis à l'adresse de tous ceux qui vont écouter cet épisode. Il y a quand même quelque chose d'important à prendre en compte avant de se lancer. Tout à fait. En fait, c'est juste un mythe qu'il faut absolument casser avant de commencer. Ce mythe, c'est une étude qui est sortie dans les années 60-70, qui a été publiée par Merabian et qui nous explique que pour transmettre un message, il y aurait seulement 7% qui viendraient du verbal, c'est-à-dire des mots qu'on va employer. Et en fait, cette étude, il faut bien se rendre compte qu'elle est totalement biaisé dans l'analyse qu'on en fait. Il faut savoir que Merabian, quand il a publié cette analyse, ne pensait pas du tout que ça aurait cette portée. Et il a publié une étude et le reste de sa vie a essayé d'expliquer son étude à tous ceux qui l'avaient mal comprise. Quand on veut convaincre, l'important, c'est ce qu'on dit. C'est le fond de ce qu'on apporte. Justement, est-ce que tu es d'accord avec cette citation célèbre de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir ». C'est tout à fait vrai. Alors, je la relativiserai un petit peu quand même parce que faut nuancer le propos. Mais clairement, si on fait ressentir quelque chose à son auditoire, ça va permettre d'ancrer tout ce qu'on a dit avant. Si on a ressenti quelque chose, on va se souvenir des arguments. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le fond, sur l'argumentaire en lui-même. Bien entendu, il faut aussi appuyer sur l'utilisation de la voix et du langage corporel. Sur ces points-là, avant de commencer, pour ceux qui veulent cartonner à la fin de l'épisode, est-ce que tu as un peu des règles d'or comme ça, de comment il faut se tenir ? Est-ce qu'il y a une façon particulière de respirer ? Comment poser sa voix ou s'entraîner ? Est-ce que tu as des petits trucs tout bêtes pour ceux qui sont terrifiés par la prise de parole ? Parce que faut quand même le dire dans les prérequis, ça fait partie des risques du métier. Ouais, alors des petits trucs, il y en a plein, mais notamment moi ce que je fais tout le temps avant de commencer une prise de parole, et d'ailleurs je l'ai fait juste avant qu'on enregistre cet épisode, c'est tout simplement de travailler son articulation en prenant juste un petit stylo qu'on va placer entre les dents pour travailler la surarticulation. Donc histoire de se faire bien comprendre, on va surarticuler, on insiste, il faut pas hésiter à insister là-dessus. Et ensuite, pendant la prise de parole, ça va être surtout de regarder tout le temps vers son public, vers son auditoire. Il faut regarder les gens à qui on s'adresse. Là aussi, de temps en temps, on dit que pour se déstresser, on peut regarder le fond de la salle. Surtout pas. Regardez les gens à qui vous parlez. C'est à eux que vous vous adressez. Il faut que ça se voit.
Moi, je prends toujours une personne totem. Je sais plus qui m'avait donné ce conseil. Dans une conférence, il y a une personne qui sourit à n'importe quel rang et en fait, j'en fais un peu ma personne totem et j'ai tendance à la regarder beaucoup plus que les autres. Est-ce que ça, c'est un bon conseil ou c'est plutôt un gros piège? Faut pas que ça se fasse au détriment des autres. Ça peut être rassurant quand on a un petit coup de stress d'avoir une personne vers qui on va porter le regard pour se rassurer, mais il faut vraiment penser à regarder tout le monde. Et surtout cette personne, si tu la connais pas, ça va être très déstabilisant parce qu'elle va se sentir observée, presque jugée pendant tout ce que tu vas dire. Et donc au bout d'un moment, elle va plus oser bouger, elle va finir par elle aussi arrêter de t'écouter. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi, c'est la méthode du stalker. Donc, à bannir à partir de maintenant. Merci Jean-Corentin d'avoir dénoncé cette pratique pas toujours bonne. En tout cas, moi, c'est vrai qu'on m'avait donné ce conseil et je l'applique. Mais oui, on a des risques de passer un peu pour un weirdo. Je crois qu'on a dit le principal sur déjà comment se mettre en condition pour faire un bon argumentaire, un bon pitch. Et puis, maintenant, place à la méthode de comment est-ce qu'on construit ça pour que ce soit le plus efficace, pertinent et cohérent possible. La première chose à faire, ça va être de lister toutes les idées qui nous passent par la tête. Parce qu'on va devoir se créer un vivier, toute une base de connaissances dans lesquelles on va chercher nos idées et on va s'en resservir après. Donc on prend une feuille de papier et on note tout ce qui nous passe par la tête. On va pas tout garder, on va modifier certaines choses, mais on note tout. Et surtout, on commence à le faire uniquement avec sa tête sans faire de recherche. Parce que c'est comme ça qu'on va trouver des idées originales. Si on commence à faire des recherches sur Internet ou dans des bouquins sur son sujet, le problème, c'est qu'on va forcément dire ce qui a déjà été dit. Et donc, on n'aura pas de nouvelles idées. Donc, on peut mettre des opinions, des idées, des citations, des ressources, tout ce qu'on veut, et on va lister tout ça. Et encore une fois, on ne supprime rien. Ok, donc ici, en fait, faut pas hésiter à être exhaustif, un peu comme dans un benchmark. Plus t'en mets, plus t'en as, entre guillemets. Et on a intérêt à mettre le plus de choses possible pour pouvoir après couper dans le gras. C'est un peu ça, la philosophie. C'est exactement ça. Quand on a fait ce travail, après, on va essayer de le retravailler. Là, on peut commencer à faire des recherches, mais il faut commencer par mettre tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qu'on a dans le ventre sur le papier pour pouvoir être original. Ok, hyper clair. Et ben, on est prêt pour l'étape numéro 2, maintenant qu'on a bien noirci la feuille. Alors maintenant, il va falloir commencer un peu à savoir à qui on s'adresse. Donc on va commencer dans cette nouvelle étape à qualifier son auditoire, les gens à qui on va s'adresser. Et pour ça, il y a plusieurs choses qu'il va falloir déterminer. On va essayer de déterminer les valeurs de son auditoire, quels sont ses désirs, ses craintes, quel est son niveau de connaissance, et également quelque chose qu'on ne pense pas toujours à faire, mais ça va être de penser les stéréotypes auxquels se rattache notre auditoire. Parce que qu'on le veuille ou non, et qu'on essaye de s'en défaire ou non, on a tous des stéréotypes. L'exemple que je prends souvent, c'est la droite ou la gauche. Est-ce qu'on est de droite ou est-ce qu'on est de gauche? Si on identifie, par exemple, un interlocuteur de gauche, on va peut-être utiliser un autre argumentaire que si on devait dire la même chose face à quelqu'un qui était de droite. Ou on peut faire la même chose entre un patron, un salarié, entre un sportif de haut niveau, un coach ou un investisseur, quelqu'un qui investit dans le milieu du sport. Les arguments vont pas être les mêmes et pourtant, on va pouvoir leur présenter les mêmes choses, simplement pas de la même manière. Tu prenais l'anecdote de qui veut être mon associé. Parfois, on a la chance de connaître à qui on s'adresse. Comment on peut faire quand on a, par exemple, une conférence à faire devant une foule ou tu vois qu'on passe sur TF1? Comment est-ce qu'on fait pour justement y voir plus clair dans cette audience? Quels sont tes trucs et tes astuces? Et bien là aussi, on va essayer de se creuser dans ce que je disais avant, dans nos propres stéréotypes. Comment est-ce qu'on se représente l'auditoire auquel on va s'adresser? Donc, si on est, par exemple, comme tu le disais, sur TF1, on va essayer de penser à la personne à qui on s'adresse. Et ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi pour les copywriters, c'est de créer un persona, de créer la personne à qui on va s'adresser et de parler à cette personne directement. Donc, soit on a des ressources pour avoir des informations, soit, encore une fois, on va s'en remettre à ce qu'on pense, à notre propre vision de cet auditoire. Est-ce que dans cette étape-là, la visualisation, ça peut également nous aider, genre par exemple, aller regarder le profil des gens sur LinkedIn, dans déjà leur attitude, leur physique, leur façon de s'habiller, et ben on peut lire quelques spécificités. Est-ce que tu penses que c'est un truc à recommander ou est-ce qu'en fait c'est un peu trop tiré par les cheveux? Ah non, ça c'est très bien. Si on a le nom des personnes avec qui on va parler, à qui on va s'adresser, là il faut aller chercher, mais c'est même pas que sur LinkedIn, c'est le premier réflexe, on va googliser la personne et on essaye de voir si elle est passée dans des médias, si sur LinkedIn elle a fait des publications, de voir un peu son parcours et en fonction de ça on va essayer d'affiner le persona qu'on a créé et de mieux connaître la personne à qui on s'adresse.
On va aller un peu travailler ses valeurs, ses désirs, ses craintes. Moi, il y a une matrice que j'adore qui s'appelle Believe, Desire, Feeling, donc la matrice BDF en anglais, et qui permet justement de façonner un persona, pas seulement en fonction de critères démographiques, mais vraiment de comprendre en fait ce que les gens, ils ont dans les tripes, qu'est-ce qu'ils pensent à l'intérieur d'eux-mêmes, et donc de pouvoir créer un discours un peu sur mesure. Donc ça, c'était l'étape numéro 2. Une fois qu'on a identifié son persona, Jean-Corentin, comment est-ce qu'on fait pour l'étape d'après, pour commencer un petit peu à structurer peut-être son discours? Alors maintenant, on va sélectionner nos arguments. On va pouvoir utiliser cette matrice que tu mentionnes. Pour faire une première chose, ça va être de tester l'efficacité d'un argument. L'efficacité, c'est sa propension à pouvoir parler au persona qu'on a identifié. Et donc, on va noter tous les éléments, tous les arguments qu'on aura listés avant dans notre première étape. On va mettre une note sur 5 à chacun de ces arguments en termes d'efficacité. On va aussi tester la rigueur. Là, tout simplement, c'est d'essayer de regarder ces arguments d'un point de vue très objectif, sans opinion, sans avis, et de se dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un avis. Et là, pareil, on va mettre une note sur 5 à chacun de ces arguments en termes de rigueur. Et ensuite, tout simplement, on va garder les arguments qui vont avoir une note, une moyenne qui se situe entre, on va dire, 3,5 et 5, jamais en dessous. Tout simplement parce que s'il n'y a pas assez de bons arguments, c'est pas grave. S'il n'y en a qu'un seul qui est bon, on garde un seul argument. On veut pas de mauvais arguments, que des bons arguments. Que des numéros 10 dans ta team. Et donc, du coup, tu nous as parlé dans l'étape numéro 3 de scoring, en fait. Toi, tu appliques un score à ces arguments. Donc, une fois qu'on a la personne en tête, on ferme les yeux, on est sur notre petit tableau, on reprend tout ce qu'on a listé sur notre tableau Excel, notre feuille de papier, je ne sais quoi. Et puis, derrière, on écrème et on coupe vraiment dans le gras. Tout ce qui est en dessous de 3,5, ça dégage. Et du coup, en fonction de ça, on a un petit peu, j'imagine, les arguments forts, les arguments phares. Et qu'est-ce qu'on en fait après? Alors après, on va essayer de construire une structure d'abord avec tout ça, mais surtout, on va les rendre encore plus efficaces. Et pour ça, il y a 3 astuces qu'on va pouvoir utiliser. La première astuce, c'est d'utiliser la force des images. Parce que si je te décris une opinion, si je te décris une idée, c'est quelque chose de totalement abstrait. Par contre, si j'associe une image à cette idée, ça devient concret, ça crée une image dans ton esprit et on se souvient beaucoup plus facilement des images. Donc pour ça, on peut raconter une histoire, utiliser une métaphore. D'ailleurs, on le voit très bien, s'il y en a qui ont lu la Bible ou ce genre de choses, Jésus il parle en parabole parce qu'il raconte une histoire qui permet de passer un message. Et ça, en fait, c'est le cas partout. Tous les grands orateurs utilisent des images. La deuxième astuce, ça va être d'utiliser les connotations. Une connotation, c'est le choix du mot qu'on va utiliser. Pour rester sur la religion, je peux parler de la religion, je peux parler de croyance, je peux parler de superstition. Les 3 mots désignent la même chose. Par contre, c'est pas du tout la même connotation. Il y en a qui vont être positifs, d'autres qui vont être négatifs, et d'autres neutres. Et donc, en fonction de ce qu'on veut faire passer, on va choisir des mots à connotation négative ou positive. Qu'est-ce que ça nous apprend, les connotations? En fait, les connotations, ça dépend de ce qu'on veut faire passer. Typiquement, si dans notre argumentaire, à un moment, il va falloir qu'on attaque une idée, dans mon argument, je veux décrire un problème, parce que j'apporte une solution à ce problème. Le problème, je vais essayer de le rendre très négatif en utilisant des termes à connotation négative. Et dans la deuxième partie, quand je vais présenter ma solution, là, je vais utiliser des termes à connotation positive. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire avec notre phrase. Ok, très clair. Donc en gros, les connotations, c'est on force le trait au maximum dans un sens comme dans l'autre. C'est un peu ça, on accentue. C'est de la caricature, c'est exactement ça. La troisième astuce qu'on va pouvoir utiliser, c'est de jouer sur les valeurs chiffrées. Mettons que dans une de mes formations, ou plutôt pour vendre une de mes formations, je te dise que en quelques séances, on va faire décoller tes qualités en prise de parole. Sachant qu'une séance, forcément, il y a du temps entre chaque séance. Dans un deuxième temps, je vais te présenter ça plutôt comme d'ici 3 mois, tu auras largement amélioré la qualité de tes prises de parole. La première façon va être beaucoup plus positive parce que quelques séances, ça va être beaucoup plus court en termes de visuel, en termes de perception, que si je te dis d'ici 3 mois. Donc on va toujours essayer de choisir la perception, la manière dont on va ressentir ce temps ou ce chiffre de façon à le diminuer ou au contraire à l'accentuer. Ok, hyper clair. Donc rendre les arguments plus efficaces grâce aux 3 techniques, l'imagerie, les connotations et enfin jouer sur les perceptions. On est déjà à l'ultime étape pour pouvoir mieux convaincre. Yes, alors la dernière étape, ça va être d'anticiper les objections.
Parce que même si tu as un argumentaire très bien construit, même s'il y a beaucoup de bons arguments, il y aura toujours des objections. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est ok d'avoir des objections. Au contraire, en fait, si les gens creusent tes arguments, ça veut dire que déjà, ils se posent des questions et donc que tu as commencé à les convaincre. Ils veulent juste se rassurer. L'anticipation des objections, quand tu vas avoir ton argumentaire qui est construit, tu vas essayer de te poser comme étant quelqu'un qui veut absolument t'attaquer, absolument dégommer tout ce que tu as dit avant. Tu prends note de tout ça. Et ensuite, tu réfléchis aux réponses que tu peux apporter. C'est tout simple et c'est essentiel de le faire. C'est le moment d'inviter votre meilleur ami un peu piqué qui trouve toujours quelque chose à redire, un peu critique, pour lui demander de jouer le client mystère et peut-être vous entraîner sur elle. Ou alors, j'imagine que peut-être on peut aller faire un tour sur des forums pour aller voir les objections les plus communes à tel ou tel type peut-être d'argument. Est-ce que c'est aussi une idée un peu maligne qu'on peut utiliser du genre, si on est coach en prise de parole, on peut voir toutes les objections, c'est quoi les défauts principaux des coachs en prise de parole? Est-ce que c'est une façon de faire éventuelle? Ouais, tout à fait. Il y a plein de trucs comme ça qui sont vachement bien. Il y a un site qui est trop bien pour ça, c'est Quora. On va sur Quora, on dit selon vous, quelles sont les objections pour faire telle chose? Qu'est-ce qui vous retiendrait d'acheter telle chose? Et ensuite, on attend juste les réponses et on prépare les contre-réponses. Bon, alors c'est pas immédiat évidemment, hein, sinon il y a ChatGPT, c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, effectivement, sur Quora, on peut poser les questions et tout le monde le peut, à utiliser sans modération. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, Jean-Corentin, si là maintenant on veut utiliser cette méthode en 5 étapes, est-ce que tu peux nous donner une application concrète, celle que tu veux, mais bien nous montrer en fait comment est-ce que tu procèdes étape par étape pour faire ton pitch? Ouais, là-dessus, je peux te donner un exemple d'un candidat aux législatives, aux élections législatives que j'ai accompagné, et notamment pour préparer un débat. Il y avait un débat sur France 3, et on a fait exactement ce travail-là. D'abord, on a listé tout ce qu'il voulait dire, tout ce qui était pour lui important. Donc, gros papier, on s'est posé 1 heure ou 2, on a tout listé. Ensuite, on s'est dit, ok, il y a qui dans sa circonscription? Qui est-ce qu'il doit convaincre dans ce débat-là? Donc, on a commencé un peu à qualifier toutes ces personnes-là, quelles sont les valeurs, quelle est la situation socio-professionnelle, tous ces éléments-là. On a aussi qualifié les personnes qu'il avait en face de lui au débat. Ses adversaires, à quelles valeurs eux vont se rattacher, comment est-ce qu'ils vont essayer de convaincre, quels sont leurs points d'appui, etc. Et puis, on a sélectionné nos arguments en fonction de ça. Qu'est-ce qui va le plus parler à l'auditoire et qu'est-ce qui est rigoureux? C'est-à-dire, il faut que ça soit quelque chose qu'on puisse mettre en place et pas des promesses en l'air. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on a pris tous les arguments qu'on avait sélectionnés et je lui ai dit, ok, maintenant, sur tel argument, sur tel argument, sur tel argument, tu vas nous raconter une personne que tu as rencontrée sur un marché, un militant qui t'a raconté une histoire, une anecdote, quelque chose que tu as vécu et qui permet d'illustrer concrètement cet argument. Et ensuite, enfin, on s'est dit, ok, on veut faire ça, 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 mais forcément, nos adversaires vont nous attaquer sur ces idées-là. Donc là aussi, on a listé. Et là, pour le coup, c'est moi qui jouais l'opposant. Et donc, j'ai dû vraiment l'attaquer en débat politique, presque un peu violemment et presque parfois en faisant preuve de mauvaise foi. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a anticipé tout ça. Et à la fin, il a fait un très bon débat. Eh ben, on ne connaissait pas encore l'image de Shadow Jean Corentin, le Jean Corentin de l'ombre qui se révèle parfois dans des situations comme celle-ci. On connaissait ton talent d'acteur pour tous ceux qui suivent ta chaîne YouTube Aguerré. On mettra le lien dans les ressources de l'épisode. Jean Corentin, est-ce que tu as un dernier hack à nous partager pour tous ceux que tu as convaincus avec cette excellente méthode? Et puis surtout, merci pour ce cas d'illustration qui donne une illustration concrète de comment est-ce qu'on peut passer à l'action seul ou en groupe. Il y a un dernier petit secret que tu voulais nous partager aujourd'hui. On est entre nous, hein, on ne le répétera pas, promis. Un secret qui est très très bien gardé, apprenez à pitcher auprès de votre grand-mère. Parce que votre grand-mère, a priori, elle connaît pas votre secteur, elle connaît pas forcément très bien votre métier, elle connaît pas forcément très bien tout ce que vous faites. Et donc, si vous arrivez à la convaincre d'investir pour prendre un copywriter, franchement, c'est que vous avez réussi. Si vous arrivez à la faire investir dans les crypto-monnaies, c'est que vous aurez réussi. Donc l'idée, c'est ça, c'est de trouver une personne soit qui est clairement opposée à vous, soit qui clairement n'a pas le niveau de connaissance que vous avez dans votre secteur. Si vous arrivez à être clair auprès de cette personne, c'est que votre argumentaire, il est béton. Il y avait une étude qui avait été faite aux États-Unis où ils avaient évalué les niveaux de discours de Trump et Hillary Clinton. Ils en avaient conclu que Trump, en fait, était beaucoup plus compréhensible d'un enfant de CM2 et que c'était certainement là-dessus
que c'était joué en partie sa popularité. Donc effectivement, attention au niveau de discours, et c'est un petit peu la même chose partout dans la vie. On a tendance à penser qu'il faut un vocabulaire hyper chiadé, mais malheureusement, ça dresse aussi des murs d'utiliser des mots élégants, chiadés, longs, corporate. On a un petit peu la même problématique sur les réseaux sociaux. Si vous voulez adresser le plus grand nombre, essayez vraiment de rabaisser votre niveau de discours, et c'est pas parce que on a une façon simple d'expliquer les choses que c'est bête. Au contraire, l'intelligence, c'est se mettre parfois à la portée de tous aussi. Merci Jean-Corentin pour tout ce que tu nous as partagé. Dis-nous vite, où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer à se former à la prise de parole en public? Comme tu as dit, on peut me retrouver sur YouTube et puis surtout me contacter sur LinkedIn. J'essaie de publier tous les jours sur le pitch, la prise de parole, un petit peu l'entrepreneuriat aussi. Donc je serais ravi de discuter avec vous sur ce canal. Génial, et il n'y a plus qu'à comme on dit, et puis n'hésitez pas si l'épisode vous a plu à nous envoyer vos retours ou à venir sous notre post LinkedIn pour nous poser vos questions ou nous envoyer vos retours sur l'épisode. Merci à tous pour votre écoute et merci Jean-Corentin d'avoir été avec moi. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.